hasards de la vie sont innombrables. Me trouvant un soir au restaurant avec Stefanini, je lui demandai entre deux bribes de conversation s'il serait capable de m'écrire une lettre qui serait celle d'un homme souffrant de la faim, sans travail, ayant à sa charge une mère malade d'un mal incurable et qui, pour toutes ces raisons, se recommanderait au bon cœur de quelque bienfaiteur, lui demandant un secours pour se nourrir et soigner sa mère. Stefanini est un crève-la-faim de premier ordre, toujours sans le sou, toujours en quête d'une occasion quelconque, mais il a ce qu'on peut appeler une plume habile. Il faisait vaguement le métier de journaliste, envoyant de temps à autre quelques articles à un petit journal de sa province et, à temps perdu, il était même capable de griffonner un poème, de but en blanc, sur un sujet ou un autre, avec des vers et des rimes, ma foi, bien en place. Ma requête l'intéressa, et il me demanda aussitôt ce que je comptais faire de cette lettre. Je lui expliquai précisément que les hasards de la vie sont innombrables, et que l'occasion pourrait se présenter où une telle lettre me serait utile. Mais je ne suis pas lettré, et ce n'était pas tous les jours que j'avais sous la main un Stefanini capable d'écrire ce que je voulais suivant toutes les règles. De plus en plus intrigué, il me demanda si ma mère était réellement malade. Je lui répondis qu'autant que je pouvais le savoir, ma mère, qui est sage-femme de mon pays, était en bonne santé. Mais sait-on jamais ce qui peut arriver? Bref, il insista et m'interrogea tant que je finis par lui dire la vérité, c'est-à-dire que je vivais d'expédients, comme on dit, et que, faute de mieux, un de ces expédients pourrait être justement cette lettre que je lui demandais d'écrire. À ma grande surprise, il ne se scandalisa pas le moins du monde, et me posa encore quelques questions sur la méthode que je comptais employer. Le sentiment désormais favorable à mes projets, je fus sincère. Je pensais aller avec cette lettre chez une personne fortunée et la lui laisser en même temps que quelques projets artistiques, petits bronzes ou tableautins, en prévenant que je repasserai dans l'heure pour recevoir son offrande. Quant à l'objet d'art, je feindrais de le laisser en cadeau, comme marque de gratitude. En réalité, il servirait à corser l'offrande, tout bienfaiteur ne voulant pas recevoir plus qu'il ne donne. Je conclus en affirmant que si la lettre était bien écrite, le coup ne pouvait rater. Dans tous les cas, le danger d'une dénonciation était nul. Il s'agissait de petites sommes et personne ne veut admettre de s'être fait rouler de cette façon, même en face de la police. Stefanini écouta toutes mes explications avec la plus grande attention. Puis il se déclara prêt à écrire cette lettre. Je lui signalai les 3 points sur lesquels il fallait insister: la faim, le chômage et la maladie de ma mère. Il me répondit de le laisser faire. Il s'en tiendrait exactement à mes indications. Par le garçon, il se fit apporter une feuille de papier, tira son stylographe de sa poche, et après s'être recueilli un moment, le nez en l'air, il rédigea la lettre si rapidement, sans une rature, sans une hésitation, que c'était merveille de le voir, et je n'en croyais pas mes yeux. La flatterie devait avoir piqué son amour-propre, car je lui avais dit que je le savais habile de la plume et connaissant tous les secrets de l'art. La lettre terminée, il me la donna à lire et je restai abasourdi. Tout y était, la faim, le manque de travail, l'état douloureux de ma mère, et tout cela si bien dit, avec des mots si vrais et sincères, que moi qui les savais faux, je ne pouvais m'empêcher d'être ému. En particulier, avec une véritable intuition d'écrivain, Stefanini avait employé souvent le mot maman, dans des expressions telles que mon adorée maman, ou ma pauvre maman, ou simplement ma chère maman, sachant bien que maman est un de ces mots qui vont droit au cœur des gens. En outre, il avait parfaitement compris le truc de l'objet d'art, et la partie de la lettre qui en traitait était un véritable joyau par ce qu'il disait et ne disait pas, demander sans demander, bref, amorcer le poisson sans qu'il pût s'en apercevoir. Je le remerciai sincèrement en lui déclarant que sa lettre était un vrai chef-d'œuvre, et après avoir ri d'un air charmé, il admit qu'elle n'était pas mal écrite, si bien même qu'il voulait la conserver et me priait de lui en laisser un double. Je recopiai donc la lettre, lui offris à dîner en échange, et nous nous séparâmes ensuite comme de bons amis. Quelques jours plus tard,
faire usage de mon invention. En parlant avec Stefanini d'une chose et d'une autre, il avait laissé échapper le nom de l'homme qui devait inévitablement mordre à l'hameçon. Un certain avocat Zampicelli, qui, précisément, avait perdu sa mère il y avait un an environ. D'après les informations de Stefanini, cette perte l'avait grandement affecté et depuis, il s'adonnait au bien, aidant les pauvres gens toutes les fois qu'il le pouvait. En somme, c'était l'homme qu'il me fallait, et cela non seulement parce que la lettre était émouvante et convaincante, mais parce que les circonstances de sa propre vie le préparaient à y croire. Un beau matin donc, je pris la lettre et l'objet d'art, en l'espèce un lionceau en fonte dorée, la patte posée sur une boule de faux marbre, et je m'en fus sonner à la porte de l'avocat. Il habitait au Prati, dans une petite villa au fond d'un vieux jardin. Une camériste m'ouvrit et je lui dis rapidement: cet objet et cette lettre sont pour monsieur Zampiché. Dites-lui que c'est urgent et que je repasserai dans une heure. Je lui mis les deux choses dans la main et m'en allai. Je passai cette heure d'attente à arpenter les routes droites et vides des Prati, en me répétant mentalement ce que je devais dire une fois en présence de l'avocat. Je me sentais bien disposé, l'esprit lucide, et j'étais sûr de savoir trouver les mots et le ton voulu. L'heure passée, je retournai à la villa et sonnai de nouveau. Je m'attendais à voir quelqu'un de mon âge, à peu près. Je me trouvais au contraire en face d'un homme sur la cinquantaine, chauve, avec une figure gonflée, rouge, molle, les yeux larmoyants, l'air d'un Saint-Bernard. Je pensais que sa mère avait dû mourir à 80 ans au moins, et en effet, sur le bureau, je vis la photographie d'une très vieille dame aux traits rugueux et aux cheveux blancs. L'avocat était assis devant une table couverte de papier, en robe de chambre de soirée, le col de sa chemise ouvert et la barbe longue. Le bureau était grand, garni de livres jusqu'au plafond, avec une profusion de tableaux, statuettes, armes et vases de fleurs. Zampicelli m'accueillit comme un client et d'une voix lugubre me pria de m'asseoir. Puis il se prit la tête entre les mains douloureusement, comme pour se concentrer, et dit enfin: j'ai reçu votre lettre, très émouvante, vraiment. J'eus une pensée de gratitude envers Stefanini et répondis: maître, c'est une lettre sincère, c'est pourquoi elle vous a ému. Les moments sont venus du cœur. Mais pourquoi parmi tant d'autres vous êtes-vous adressé à moi? Je vais vous dire la vérité, maître. Je sais que vous avez eu un très grand deuil. L'avocat m'écoutait les yeux mi-clos, et j'ai pensé: l'homme que la mort de sa mère a fait tant souffrir comprendra le déchirement d'un fils qui voit sa maman mourir, pour ainsi dire, sous ses yeux, de jour en jour, sans pouvoir la secourir. À ces paroles prononcées d'un ton ému, car je commençais à m'échauffer, l'avocat hocha la tête plusieurs fois, comme pour affirmer qu'il comprenait. Puis, levant les yeux, il me demanda: vous êtes sans travail? Sans travail, c'est peu dire, maître. Je suis désespéré. C'est une odyssée que la mienne. J'ai fait le tour de tous les bureaux. Il y a 2 ans que je cherche partout. Maître, je ne sais plus quoi faire. J'avais parlé avec chaleur. L'avocat se prit de nouveau la tête entre les mains, puis: et votre mère, qu'a-t-elle? Elle est malade d'ici, maître, dis-je, et pour l'impressionner, je pris une mine compassée et me touchant du doigt la poitrine, il soupira. Et cet objet, ce bronze? J'avais prévu la question et répondis aussitôt: maître, nous sommes pauvres, indigents même, mais il n'en fut pas toujours ainsi. Quelquefois nous avons été à notre aise. Papa, papa. J'eus une courte surprise. Oui, pourquoi? L'habitude de dire ainsi. Oui, naturellement, fit-il en se pressant les tempes. Continuez. Papa avait un magasin de tissus. Notre magasin était bien monté, maître, mais nous avons tout vendu, petit à petit. Ce bronze est l'unique objet qui nous reste. Papa l'avait toujours sur son bureau. C'est en somme notre dernière ressource. Je voudrais que vous l'acceptiez en gage de ma gratitude pour ce que vous pourrez faire à notre égard. Oui, 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 répéta 3 fois l'avocat comme pour marquer qu'il comprenait tout. Puis il demeura un long moment silencieux, la tête baissée. Il semblait réfléchir.
Finalement, il se secoua et me demanda: avec combien de M écrivez-vous le mot maman? J'eus une minute d'ahurissement. Je me dis qu'en recopiant la lettre de Stefanini, j'avais dû commettre une faute et je dis incertain. Mais je l'écris avec 3 M, un au début et 2 au milieu. Il eut comme un gémissement. Voyez-vous, ce sont justement ces 3 M qui me rendent ce mot antipathique. Maintenant, je me demandais si la douleur de la mort de sa mère ne lui avait pas dérangé la cervelle. Je balbutiai. Mais ne dit-on pas ainsi? Les enfants prononcent mama, et nous autres hommes, nous continuons à le dire toute la vie, tant que notre mère est vivante, et même ensuite. Eh bien, cria-t-il tout à coup en frappant du poing sur la table, ce qui me fit sursauter. Ce mot, avec tous ses M, m'est antipathique, suprêmement antipathique. Avez-vous compris? Lo presto, suprêmement antipathique. Mais qui puis-je? Balbutiai-je. Je sais, reprit-il d'une voix normale, en s'étreignant de nouveau la tête. Je sais que l'on dit et que l'on écrit mam. Notre père Dante l'a dit lui-même. Avez-vous jamais lu Dante, lo presto? Oui, maître, j'en ai lu. J'en ai lu quelques petites choses. Eh bien, malgré Dante, cette appellation m'est antipathique. Cette fois, je me tus, ne sachant plus que dire. Maître, je comprends qu'après le malheur qui vous est arrivé, ce mot de maman vous soit pénible. Mais ne pourriez-vous pas avoir un peu de compréhension à mon égard? Nous avons tous une mère. Tous, oui. De nouveau le silence. Puis il prit mon lion sur la table et me le tendit en disant: Tenez, lo presto, reprenez votre bronze. Je le pris et me levai. Il sortit son portefeuille de sa poche, en tira en soupirant un billet de 1000 livres et me le tendant. Vous ne me semblez pas un mauvais garçon. Pourquoi n'essayez-vous pas de travailler? À continuer ainsi, vous finirez en prison, lo presto. Voilà 1000 livres. Plus mort que vif, je pris le billet et me dirigeai vers la porte. Il m'accompagna sur le seuil. À propos, lo presto, avez-vous un frère? Non, maître. Pourtant, il y a 2 jours, quelqu'un est venu avec une lettre identique à la vôtre. Le chômage, la mère malade, identique. Le bronze seulement était un peu différent. Un aigle au lieu d'un lion. Mais étant donné la similitude des 2 lettres, je pensais qu'il s'agissait de votre frère. Un jeune homme petit, noirot, avec des yeux brillants. Ne pus-je m'empêcher de demander. C'est exact, lo presso. Ce disant, il me poussa hors de son bureau et je me retrouvai dans le jardin, mon lion de faux bronze serré contre ma poitrine, abasourdi. Avez-vous compris? Stefanini s'était servi de la lettre suivant mes instructions, mais avant moi, et aux dépens de la même personne. Je vous assure, j'étais indigné. Qu'un pauvre type, un malheureux comme moi, pût recourir à une telle lettre, pas encore, mais que Stefanini, un écrivain, un poète, un journaliste, même avec sa mine de loqueteux, qu'un homme qui ait lu tant de livres et savait même le français, pût agir de la sorte, cela me paraissait trop fort. Que diable, quand on s'appelle Stefanini, il y a certaines choses qu'on ne fait pas. Mais je finis par penser que dans cette histoire, la vanité avait joué son rôle. Stefanini avait dû se dire: quelle belle lettre! Dommage de la laisser perdre.